Alors, la première question, pourquoi avez-vous choisi ce métier? Il y a plusieurs facteurs qui ont influencé sur le choix. Tout d'abord, ma femme et moi, on s'est rencontrés à l'école il y a très très longtemps, et on faisait tous les deux une formation en fabrication fromagère. Donc notre envie, c'était de faire du fromage. Et D'accord. après, on est venu à la chèvre parce que dans la région, faire du fromage de vache, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas tellement de prairies, les terres sont difficiles à trouver. Et il fallait un animal qui résiste bien à la chaleur, parce que les étés sont de plus en plus chauds. Donc naturellement, on s'est orienté vers la chèvre. Et c'est les deux facteurs principaux qui ont influencé. On voulait et on savait faire du fromage. Et on voulait un animal qui s'adapte bien à la région, donc fromage de chèvre. C'est tout Ça indiqué. paraissait le choix Voilà. logique. Mais justement, les élèves se posaient la question pourquoi ne pas avoir choisi des vaches ou des moutons. Donc pour les vaches, du coup, vous l'avez dit par rapport à l'espace. Voilà. Alors, les vaches et les moutons, c'est tous les deux des animaux de prairie. La vache et le mouton mangent de l'herbe. Pas la chèvre. La chèvre, elle préfère ce qu'on appelle des matières ligneuses, c'est-à-dire des matières qui contiennent du bois, des jeunes pousses d'arbres, des feuilles, des branches, des écorces. Leur alimentation, elle est beaucoup plus adaptée, enfin leur mode d'alimentation est beaucoup plus adapté à notre région ici. Nous, on savait qu'on pouvait leur offrir beaucoup de garrigues. Il y a beaucoup de garrigues sur ce qu'on appelle les périphéries urbaines, hein, le secteur qui nous concerne. Et dans la garrigue, elles trouvent vraiment tout ce qu'elles ont besoin pour grandir dans les meilleures conditions possibles, faire leurs petits dans les meilleures conditions possibles et faire du lait dans les meilleures conditions possibles. Donc la brebis plus adaptée sur le plateau du Larzac, de l'Aveyron, de la Lozère, ou les hauts plateaux, les hauts cantons languedociens. La vache, plus dans d'autres régions de France où il y a des grandes prairies. Et la chèvre, plus par ici. Ce qui fait que les principaux élevages de chèvres en extensif, c'est-à-dire des chèvres qui vont dehors, on les trouve sur le pourtour méditerranéen, en Corse, et dans les zones montagneuses, les Alpes et les Pyrénées, parce que c'est des régions où l'alimentation est adaptée aux chèvres. Oui, complètement. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre apport pour leur alimentation ou est-ce qu'elles mangent exclusivement ça Des fois, on Non, voit des blocs de sel pour voilà. les minéraux. Alors, on leur donne des blocs de sel alors pour les minéraux, surtout parce qu'elles adorent ça, c'est des bonbons pour eux. D'accord. Donc voilà, on leur fait plaisir. On les complémente également avec de la paille d'orge. Alors, les pailles d'orge, elles en consomment un petit peu pour ce qu'on appelle se former le rumen. Il faut savoir, c'est que la chèvre digère dans plusieurs estomacs. Et quand elles sont en garrigue, quand on leur distribue de la nourriture, ce qu'elles font, c'est qu'elles avalent tout, elles le stockent dans une poche, et puis après, elles ruminent, c'est-à-dire qu'elles régurgitent, et elles mâchent et elles digèrent tout ce qu'elles ont ce qu'elles ont pu prendre en extérieur ou ce qu'on leur a distribué. Donc la paille les aide à mieux ruminer. Et c'est pour ça qu'on leur distribue de la paille. On leur distribue également du foin. Pour vous donner un ordre d'idée, on distribue à peu près 100 à 120 tonnes de foin par an à nos 100 chèvres. Donc elles mangent à peu près une tonne de foin par an et par chèvre. Donc c'est des grosses quantités. Mais comme c'est des aliments qui sont très peu riches, il faut qu'elles en ingurgitent beaucoup pour trouver leurs besoins, pour combler leurs besoins. Super. Merci pour toutes les précisions. Ensuite, on avait une question. Est-ce difficile de vivre à la campagne après avoir vécu à la ville? Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous avez toujours vécu à la campagne ou justement, si vous avez connu les grandes villes de France Alors moi et ma femme, c'est pareil. On est tous les deux nés à la campagne, et on a tous les deux connu la ville. On a fait nos études en Haute-Savoie ou à Lille dans le Nord, ou en Haute-Savoie on était à Annecy, on était en ville. Et puis quand on s'est installé ici, on a commencé par faire un premier métier qui avait rien à voir avec l'agriculture. On avait un commerce dans le centre-ville de Moguio. Et Moguio, enfin, pour moi, c'est déjà la ville. Et on peut dire que Bayarc, c'est aussi la ville. On n'est pas vraiment à la campagne. C'est-à-dire qu'on a les avantages de la campagne. On a de l'espace. Nous, ici, notre exploitation, elle est adossée à 120 hectares de garrigues. Donc, dernièrement, il y a eu
tous ces problèmes liés au confinement. Nous, on était confinés sur 120 hectares, donc c'est relativement facile à vivre par rapport à quelqu'un qui est en appartement. Mais à côté de ça, on a tous les avantages de la ville. Moi, si je veux aller faire mes courses, j'ai tous les magasins. Si j'ai besoin d'outils, de pièces pour mon activité, je peux tout trouver à proximité. On est, on est à un quart d'heure de la place de la Comédie, à 20 minutes ou 25 minutes des plages. Donc c'est la campagne à la ville. Donc c'est facile de vivre la campagne dans ces conditions-là. J'ai d'autres confrères qui vivent la vraie campagne, la campagne isolée, Oui. et les difficultés sont différentes. Enfin voilà, c'est plus compliqué quand on est éloigné de la ville. Et depuis combien de temps vous faites ce métier? Alors les chefs sont arrivés en décembre 2017. Donc c'est notre troisième année. D'accord. Et, 3 ans. et voilà. C'est une reconversion. On a eu un commerce pendant 25 ans. Donc voilà. Et ici, on a tout construit. On est parti de zéro. Donc il n'y avait pas de bâtiment quand on a acheté. Il n'y avait pas, enfin il y avait rien. Et donc il a fallu construire les bâtiments, acheter les chèvres, trouver les terres, mettre en place les process de fabrication. Donc voilà, 3 ans, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel. D'accord. Oui, c'est vous qui avez fait la chèvrerie On a tout conçu. en entier. On a tout D'accord. conçu, ouais. Ok. C'est, Chapeau. ouais, il y a 1500 mètres carrés de bâtiment. Oui. Il y a une station d'épuration qui est équivalente à une station d'épuration d'un petit village. Il y a une fromagerie qui est aux dernières normes européennes. Il y a pas mal de parcours qui ont été mis en place. On a converti toutes les terres communales, soit les terres de Castries, les terres de Baillargues, les terres de Vendargues. On est à cheval sur 3 villages. On a tout converti en bio, donc ça prend du temps aussi. Donc oui, on ne s'est pas ennuyé depuis 3 ans, c'est pas ennuyé. Ah oui, j'imagine. Donc l'alimentation des chèvres Tout est en est bio. 100% biologique. Oui, tout est en 100% bio. agriculture biologique. 100% de ce qui sort de notre chèvrerie est bio, et 100% de ce qui rentre aussi. D'accord. Super. Voilà. Et vous avez un autre label, Sud de France, il me semble? Oui, Oui. alors c'est plus un label géographique et de code de bonne conduite. Ce qu'il faut savoir, enfin nous la façon dont on organise notre production est dictée à la fois par le bio dans le cadre des traitements et du bien-être animal, et par la fabrication, la notion de fabrication fermière. Le retour aux bonnes choses, les recettes simples. Dans nos fromages, il y a du lait et du sel. C'est tout. Et du sel, il y en a 0,8%, donc c'est vraiment insignifiant. Dans nos crèmes dessert au chocolat, il y a du vrai chocolat. Dans nos crèmes dessert à la vanille, il y a de la vraie vanille. C'est comme ça qu'on souhaite fabriquer nos produits. Et comme on les fabrique comme ça, l'avantage c'est qu'on peut ouvrir nos portes, on n'a pas peur de cacher quoi que ce soit. Donc on invite les gens à venir nous rendre visite régulièrement et à découvrir la façon dont nos bêtes vivent, dont on fabrique nos produits, parce que c'est simple et ça nous correspond. Voilà. Et vous n'avez pas d'employé du coup, vous êtes Si. vous et votre femme, ou vous avez quand même... Non, on a du monde qui bosse avec nous. On a 3 employés qui ne travaillent pas à temps complet. C'est 3 employés à temps partiel. Il y a Flavie, la dernière arrivée, Laurie et Lucas. Ces 3 personnes font tous les métiers. On a voulu qu'ils soient polyvalents sur tous les postes. Donc ils s'occupent des animaux, ils font les soins, ils font la traite, ils fabriquent les fromages, ils s'occupent des bâtiments, quand il y a des réparations à faire, des choses comme ça. C'est des personnes extrêmement polyvalentes, mais c'est des personnes qui ont toutes aussi des activités sur le côté. Et Flavie travaille à mi-temps chez nous et à mi-temps dans les vignes. Laurie, qui est notre voisine, qui est juste à côté, son papa élève des taureaux et elle est en train de s'installer en élevage de brebis. Et Lucas, lui, suit une formation de maraîchage pour pouvoir s'installer en ferme pédagogique prochainement. Donc voilà, c'est des gens qui nous accompagnent pendant un petit bout de temps. Et l'avantage de travailler chez nous dans ces conditions-là, c'est que ça leur permet d'avoir une rémunération, mais ça leur laisse aussi du temps libre pour pouvoir mener leurs projets et avancer sur ce qu'ils ont envie de faire. Complètement. Puis vous avez un état d'esprit global à vous tous, Oui, sur le retour au naturel et la coopération de votre travail, mais avec la nature et les animaux.
et puis l'échange de points de vue est enrichissant. Avoir une fille comme Laurie qui a été élevée au milieu des taureaux Camargue, mais qui a une vraie connaissance bien plus pointue que nous sur les notions d'élevage. Avoir quelqu'un comme Lucas qui est quelqu'un de très carré, très organisé, très rigoureux dans ses méthodes de fabrication, tout ça. Et Flavie qui arrive avec un regard tout neuf sur l'exploitation ici. Enfin voilà, c'est des points de vue qui sont super enrichissants et ça nous permet d'avancer, je pense, de progresser, tout doucement, mais on progresse. Combien ça rapporte, là, le métier d'éleveur de chèvres, et quels sont vos revenus à vous mensuels? Quel salaire on peut se dégager en faisant ce métier? Alors, ça rapporte énormément de choses. Ça apporte surtout de la satisfaction, plus que de l'argent. Aujourd'hui, à la fin de la 3e année, on n'a toujours pas commencé à se payer. Donc on ne gagne rien avec les chefs. Quand on s'est installé, on avait un petit peu d'argent de côté et on vit avec cet argent depuis 3 ans. On arrive au bout de la cagnotte là. Donc il va falloir que ça commence à dégager un revenu. Très clairement, quelqu'un qui comme nous a fait un investissement comme celui-ci aspire à gagner le SMIC. Alors c'est pas beaucoup, c'est le revenu de la plupart des Français. C'est déjà pas mal dans le C'est milieu déjà pas agricole. mal, c'est pas mal dans le milieu agricole. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la chance qu'on a, c'est que on vit sur notre exploitation. Donc j'ai pas un salaire de ministre, mais pour autant, mon eau est payée par l'exploitation, mon électricité est payée par l'exploitation, mes besoins courants, enfin, j'achète jamais un litre de lait, moi, du lait j'en ai autant que je veux. J'achète pas de fromage, du fromage j'en ai autant que je veux. Et puis on coopère, c'est-à-dire que il m'arrive de récupérer des légumes chez le maraîcher et de lui donner des fromages en échange. Enfin voilà, on a un train de vie qui est relativement raisonnable. Et en plus, comme on passe beaucoup de temps à travailler, une journée de travail commence à peu près à 6 heures du matin et se termine souvent aux alentours de 20 h, 20 h 30. Ça nous laisse peu de temps pour dépenser l'argent qu'on ne gagne pas. Donc pour le coup, ça va bien. Après, on fait pas ça. Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un seul agriculteur, en tout cas pas dans ceux que je connaisse, qui fasse ça pour l'argent. On fait ça pour un chemin de vie, pour une qualité de vie. Voilà, on travaille comme on veut, comme on a envie, on est nos propres patrons, ça c'est important. Et quelles sont les tâches les plus difficiles, par exemple, dans votre journée de travail? Ce qui est difficile à gérer, c'est l'imprévu. Et la journée de travail, elle est remplie d'imprévus. On peut avoir une journée bien programmée avec aujourd'hui je vais fabriquer 400 fromages, je vais traire mes vaches et puis mes chèvres et après je vais aller partir faire un petit tour dans la garrigue avec elles. Et puis on arrive le matin et il y a la machine à traire qui est en panne. Donc la traite qui prend normalement 1 h 30, il faut la faire à la main et ça prend 3 heures. Et après tout est décalé. Ou alors, comme on a eu dernièrement, on a une chèvre qui est malade et on passe 6-7 heures dans la journée à son chevet avec le vétérinaire à regarder comment est-ce qu'on peut la soigner. On lui fait une perfusion pour la réhydrater. On essaye de regarder au niveau de son alimentation et puis des fois ça va mieux, puis des fois ça va pas mieux. C'est ça le plus difficile, c'est le fait que quand on se lève, on ne sait pas comment la journée va se dérouler. Alors c'est ce qui est passionnant aussi, hein, mais pour le coup, ça rend les choses parfois un peu contraignantes parce que quoi qu'il en soit, la journée, elle fera toujours que 24 heures. Et s'il y a des choses en plus à mettre dedans, il faut qu'on enlève d'autres choses qu'on avait programmées, quoi. Mais bon, c'est ce qui, moi, me semble le plus difficile. Alors, du coup, là, au niveau de la production de fromage et de lait de chèvre, Oui. combien donne-t-elle de centilitres de lait par jour? C'est très précis. Alors, c'est pas des centilitres, on va parler en litres. Une chèvre, une chèvre de race alpine élevée comme on l'élève fait entre 2 et 4 litres de lait par jour, suivant son âge. Plus elle avance son âge et plus elle va faire de lait, jusqu'à un certain âge où elle va commencer à décliner. Mais
c'est une question de corpulence aussi. Hein. Une jeune chèvre qui fait du lait pour la première fois, souvent elle pèse 40-45 kilos. Et une chèvre en fin de lactation va plutôt faire 65-70 kilos. Donc elle est plus costaud, elle mange davantage, elle a des plus grosses mamelles et elle fait plus de lait. Donc une chèvre fait entre 2 et 4 litres de lait. Nous ici en moyenne, nos chèvres, elles font... On va parler en kilos, alors ça c'est pas simple, mais il faudra regarder parce qu'un litre de lait ça pèse pas 1 kilo, ça pèse un peu plus qu'un kilo. Mais elles font en moyenne 880 kilos de lait par an et par chèvre. Ok. Voilà. Donc on produit, l'année dernière, on a fait 45 000 litres de lait avec nos chèvres. D'accord. Qui est plutôt correct, oui, du coup. Ce qui est, correct. oui, nous on est très contents de faire ces quantités-là. Ça nous correspond, on sait fabriquer et vendre cette production-là. Si on faisait moins, on ne serait pas à l'équilibre financièrement, ça serait compliqué. Et si on faisait plus, il faudrait qu'on change nos modes de distribution, ce qui ne nous plaît pas forcément. Donc là aujourd'hui, on travaille avec quelques commerçants, on en vend beaucoup ici en direct. Et ça nous va bien comme organisation. Quoi. Voilà. On est à un équilibre qui nous correspond. Justement, les élèves se demandaient combien de fromages vous vendez par jour et à qui? Alors, combien on en vend, c'est compliqué. Combien on en fabrique, c'est simple. On fabrique à peu près 500 fromages par jour. Et on en vend la moitié aux clients ici en vente directe au magasin. On fait à peu près 200-220 fromages par jour en vente directe. Et le reste, c'est vendu aux cantines, aux restaurants, aux grandes surfaces, à des food trucks, enfin voilà, on a une quarantaine de clients professionnels qui nous prennent des fromages toutes les semaines et on vend la moitié, une grosse moitié de nos fromages de cette manière-là. D'accord. Et les traites, vous disiez que ça prenait 1h30 par jour du coup en traite assistée. Oui. Et combien de traites vous faites par jour? On est en monotraite. Alors ça aussi c'est spécifique à la chèvre. La chèvre, c'est un animal qui supporte très bien d'être traité une fois par jour. Contrairement à la vache, pour qui ça va être compliqué le lendemain, ou qui risque de prendre des inflammations aux mamelles ou des choses comme ça. Nous, ici, on est en monotraite et on traite une fois par jour et on fabrique une fois par jour. Donc, on fabrique tout de suite après la traite. D'accord. Voilà. Le lait, dès qu'il sort de la mamelle, il est mis en cuve et il part en fabrication. Ok. Combien de temps il faut pour faire un fromage? Un bon fromage, il faut 13-14 jours. Enfin, type Pellardon, hein, ce qu'on fabrique ici. Le lait, il est trait. Ensuite, on le met dans des cuves et on fait ce qu'on appelle une acidification. C'est-à-dire qu'on va lui mettre des ferments lactiques, des petites bactéries qui vont acidifier le lait et permettre ensuite de faire du caillé, de transformer le lait liquide en lait solide. Ça prend 2h30, 3h. À 20 degrés. Et une fois qu'on a atteint une certaine acidité, on met ce qu'on appelle de la présure. La présure, c'est de la caillette de chevreau. C'est un liquide qui est pris dans l'estomac des chevreaux et qui colle les protéines du lait entre elles. Et ça nous permet d'avoir du caillé, du lait qui devient solide et qu'on peut ensuite mouler pour faire des fromages. Donc pour cailler, pour que le lait passe de la forme liquide à la forme solide, ça prend 24 heures. Et après, ce caillé, on le fait égoutter pendant 24 heures avant de le transformer. Donc, pour que le lait prenne la forme d'un fromage, il faut grosso modo 3 jours. Et après, on a une dizaine de jours d'affinage dans nos caves pour qu'ils deviennent crémeux, onctueux, enfin voilà, comme les gens l'aiment. Vous avez plusieurs types de fromages ou est-ce que vous en vendez justement un seul? Alors, on a plusieurs formes, plusieurs tailles, mais le mode de fabrication est toujours le même. C'est-à-dire que lorsque je fabrique un fromage en forme de tête de taureau qui fait 90 grammes, ou un loup grandet qui fait 60 grammes, ou un loup pékélé qui fait 30 grammes, qui sont des fromages ronds, le process de fabrication est le même. Mais le fait qu'ils aient des formes différentes et des tailles différentes fait qu'on va avoir des fromages qui vont être plus secs que d'autres, des fromages qui vont être plus crémeux que d'autres, des fromages qui vont être plus adaptés à la cuisine que d'autres. Voilà, donc, mais en termes de process de fabrication, on n'a qu'un seul process de fabrication parce qu'on n'a qu'une seule cave d'affinage, parce que voilà, et après si on pourrait faire de la tome, on pourrait faire du bleu, mais ça demande des salles de fabrication différentes parce qu'on ne peut pas mettre les fromages. Une tome ne peut pas être affinée dans les mêmes conditions qu'un fromage lactique type Pellardon. Oui. Et en termes de température, en termes de température, d'humidité, et les moisissures, les bactéries qu'on utilise pour
faire la croûte du fromage ne sont pas les mêmes. Et donc après, il peut y avoir des contaminations d'un fromage à un autre. Et à la fin, on a plein de fromages qui sont ni des tomes ni des lactiques. On a un mélange qui ne ressemble plus à rien. Donc voilà, nous on maîtrise un process et on n'en fait qu'un seul. Ok. Vous faites également des yaourts? Vous parlez de chocolat, de vanille? On fait des yaourts, on fait des crèmes dessert. Donc là, on travaille avec le lait directement, on ne passe pas par la phase fromage. Ce lait qu'on stérilise et qu'on fait cuire dans le cadre d'une crème dessert avec du chocolat, avec des mélanges d'œufs, du maïs pour l'épaissir, des choses comme ça. Ou le yaourt, c'est juste une fermentation acide, enfin une acidification du lait qui provoque la formation d'un gel. Ouais, et puis des fois, on s'amuse, on fait des essais. On a fait des essais de yaourt à boire, à la framboise. Enfin voilà, c'est ça. Concluant. L'avantage, oui, très Ouais. concluant, très très compliqué à fabriquer. Donc c'est vraiment, on a fait des tests sur 20 litres, 30 litres, c'est des petites quantités. Peut-être qu'un jour ça fera partie de la gamme. Aujourd'hui ça le fait pas parce qu'on a beaucoup de travail et qu'on n'a pas la possibilité de le faire de façon régulière. Mais voilà, on sait qu'on sait faire. On le met dans un coin, dans le cahier des recettes, c'est noté et peut-être qu'un jour ça sortira de façon régulière. Vous parliez tout à l'heure d'une chèvre qui était malade, ou du coup Ouais. ça vous prend beaucoup plus de temps pour prendre soin d'elle et de voir que va devenir son avenir. Les élèves se posaient la question si des fois ça vous arrive de devoir tuer une chèvre. Alors, tuer, c'est extrêmement rare. Je crois qu'en 3 ans, j'ai dû le faire une fois. D'accord. Euthanasie avec le vétérinaire, ça nous arrive. C'est pas, voilà, de dire au vétérinaire, bon, on a été au bout des soins qui étaient possibles de faire à cette chèvre. Et on n'arrivera pas à la soigner. Est-ce qu'elle souffre? Oui, si elle souffre, alors à ce moment-là, on arrête les souffrances et on euthanasie la chèvre. Il y a des périodes qui sont compliquées. Le moment des naissances, les mises bas, il peut y avoir pour des chèvres des mises bas qui se passent mal. Oui. L'année dernière, par exemple, on a une chèvre qui avait 2 petits, dont un qui était mort à l'intérieur de son ventre, quelques jours avant la mise bas. Et du coup, la mise bas était extrêmement difficile. On a dû emmener la chèvre chez le vétérinaire, on a dû faire une césarienne. Et malgré la césarienne, malgré les soins apportés, malgré les traitements, on a perdu la chèvre. Elle s'en est pas. On a sauvé le petit qui était encore vivant. D'accord. Mais la chèvre est morte et on n'a rien pu faire. Donc oui, ça nous arrive de perdre des chèvres. C'est toujours embêtant parce qu'on s'y attache. Elles sont extrêmement affectives. Donc on est proche de nos animaux. On fait tout pour ne pas les perdre. On ne fait pas d'acharnement thérapeutique, d'autant plus que le bio nous empêche de le faire. Hein. On est limité sur les traitements. Le fait d'être en bio, on ne peut pas utiliser des antibiotiques comme pour une personne humaine, par exemple. Il y a un certain nombre de traitements qui ne sont pas possibles. Et donc, on arrive parfois au bout des solutions qui nous sont proposées, quoi. Voilà. Vous parlez d'attachement, est-ce que les chèvres ont des prénoms? Toutes, oui. Toutes? Oui, elles sont... Donc vous avez 100 chèvres, 100 prénoms. Oui, oui. Génial. Après, c'est parfois des surnoms plus que des prénoms. Il y a pot de colle, il y a... Enfin voilà, c'est des chèvres, on les connaît toutes, elles ont toutes leur caractère. Il y a des meneuses, il y a des chèvres plus discrètes, il y a des bagarreurs, il y a des intrépides, il y a des timides. Mais comme dans toute société, et le fait de passer énormément de temps avec, on les distingue. Voilà, quand on vient visiter la chèvrerie pour la première fois, on a l'impression qu'il y a 100 chèvres identiques, et puis quand on passe du temps, il n'y en a pas une pareille, quoi. Ouais. Il y a une chèvre, en l'occurrence, qui, lorsqu'elle était toute petite, a pris l'habitude de sauter les barrières. Donc elle allait d'un parc à un autre, elle se baladait comme elle voulait dans la chèvrerie, souvent le soir enfermée, puis le matin on la retrouvait dehors. Elle faisait comme elle l'entendait, quoi. Et puis un jour elle s'est coincée la patte dans une barrière en sautant, et sa patte s'est cassée net. Et on a appelé le vétérinaire. Le vétérinaire a dit une patte cassée sur une chèvre, on répare pas, quoi. Hein, c'est pas... Donc il faudra vous en séparer. Et non, nous on a envie de tenter le coup, tout ça, et donc on l'a fait opérer, on lui a fait mettre des plaques en fer sur sa patte. Elle a été réparée, elle a été plâtrée pendant quasiment 7 mois, 8 mois, avec des bandages, des soins, enfin un truc de fou. Et du coup elle est devenue extrêmement proche de nous parce qu'on lui faisait des soins tous les jours. Et la première chose qu'elle a fait quand on lui a enlevé le plâtre et qu'on lui a redonné sa liberté, c'est qu'elle a sauté les barrières
comme au premier jour, quoi. Elle n'a rien compris. Et cette chèvre-là, bah, forcément, il y a une relation avec elle qui est, qui est différente, quoi. Elle n'a pas fait de petit, mais on l'a gardée quand même. Elle ne fait pas de lait. Mais, c'est la mascotte mais de voilà, la chèvre. si elle n'est pas là, on le sait tout de suite, quoi. Donc, c'est toujours elle qui a la tête la première dans notre sac à dos quand on va pique-niquer. C'est comme ça. Et quel est son surnom? Elle s'appelle Pujol parce que notre bergère s'appelle Laurie Pujol. Et c'est avec elle qu'elle était toujours fourrée à droite à gauche. Et oui, mais vous avez le même caractère, vous êtes aussi indépendante l'une que l'autre, aussi à transgresser les limites l'une que l'autre. Donc elle a pris le nom de famille de notre bergère. D'accord. Voilà. Super. Combien d'années vit une chèvre en moyenne? Une chèvre en liberté dans la nature, elle vivrait, elle vivrait 6-7 ans, je pense. Chez nous, elles peuvent vivre 10-11 ans parce qu'elles sont préservées, elles n'ont pas de prédateurs, elles sont soignées, elles sont d'accidents. Voilà. Par contre, elles vont produire du lait et faire des petits, grosso modo, jusqu'à 7-8 ans. Donc on commence à se poser la question de leur trouver une retraite à l'âge de 7-8 ans. Et pour autant, on en a deux là qui ont 9 ans, puis qui vont faire encore la 10e année chez nous, et peut-être même la 11e, j'en sais rien. C'est des vaillantes, elles sont en pleine santé, il n'y a pas de raison. Donc voilà, on les garde une dizaine d'années en moyenne, une dizaine d'années. D'accord. Et en dehors du temps de traite, où vivent les chèvres? Elles sont toujours à la chèvrerie. La journée d'une chèvre, elle se déroule de la manière suivante. Le matin, quand on arrive à 6h, 6h30, on leur donne à manger, on leur donne un petit peu de foin pour qu'elles se tapissent l'estomac. Et puis ensuite, on les emmène à la traite. On les soulage, on leur prélève le lait. Et derrière la traite, quand il fait beau, alors pas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il pleut, mais quand il fait beau, elles partent avec la bergère en garrigue. Et elles vont partir en extérieur. Nous, on n'a aucun parc clôturé, donc elles sont toujours gardées. Quand elles sont en dehors de la chèvrerie, elles sont gardées en permanence. Donc elles vont partir sur les coups de 10h, 10h30 après la traite, et puis elles vont revenir vers 16h, 16h30 pour pouvoir se reposer tranquillement, allaiter les petits, celles qui ont encore des petits qui sont avec elles, et faire la nuit tranquille avant le recommencement de la journée du lendemain. En dehors de la période de lactation, quand elles font pas de lait, et ben les sorties elles sont encore un peu plus longues parce qu'on gagne le temps de la traite, et puis on peut aller un peu plus loin parce que elles sont plus vaillantes, elles ont pas les mamelles remplies de lait. Donc c'est à ce moment-là par exemple qu'on va à la Cadoule, à Vendargue, qu'on va sur nos prairies les plus, nos parcours de garrigue les plus éloignés. Ça correspond aussi à des périodes, par exemple la fin de lactation correspond à la période de chasse. Et donc on profite d'aller à la Cadoule à ce moment-là parce que la Cadoule est une zone qui est non chassée. Et donc on préfère éviter les chasseurs quand on se balade avec les chèvres. Donc voilà, mais elles passent leur journée dehors et leur nuit à la chèvrerie, quoi. C'est un peu le résumé. Et quand elles sont à la chèvrerie et qu'on ne peut pas les sortir parce qu'on a des rendez-vous, parce qu'on a la bergère est malade, parce qu'il peut se passer plein de choses, on a un grand parc qui fait 4000 m², ombragé, sous les pins, et du coup elles se mettent là, et elles sont toutes aussi contentes d'aller au parc. D'ailleurs, quand on ouvre la porte pour les sortir en garrigue, souvent elles vont vers le parc d'abord, et après on les rappelle, fait non, on va balader aujourd'hui, mais elles aiment bien aller au parc. Là, c'est vraiment une zone où c'est ludique, il y a de l'écorce à gratter, il y a les poules, donc elles vont jouer avec les poules, elles aiment bien jouer avec les poules, enfin voilà, c'est un peu la fête, quoi. Vous avez des chiens de troupeau du coup? Alors on avait 3 chiens, on a maintenant 2 chiens, on a perdu un chien. On a Pif et Oscar. Alors Pif c'est le papy, il a 8 ans. C'est le berger savoyard, le chien qui a des taches. C'est un excellent chien de troupeau, il travaille très très bien, il est capable de nous rassembler les chèvres sans qu'on lui explique 10 fois, il comprend le travail avant qu'on lui demande. Et puis on a Oscar, c'est la relève. Oscar c'est un bosseron qui est un peu plus costaud, qui est tout jeune, qui a 1 an et demi, et qui va prendre la relève de Pif quand le Pif va lever le pied. Donc il est en formation. Alors pour l'instant il fatigue Pif plus qu'autre chose parce qu'il joue beaucoup avec. Oui, mais ça va venir, quoi. La formation va porter ses fruits. Est-ce que vous tondez les chèvres l'été? Non, les chèvres c'est un animal à poil ras, donc il n'y a pas de tonte sur une chèvre. Les soins qu'on porte aux chèvres, c'est des soins qui sont relatifs aux ongles.
on coupe les ongles beaucoup parce qu'elles dorment sur de la paille, donc elles n'usent pas beaucoup les ongles sur la paille. Donc ça, c'est un travail qui est vraiment pénible, qui est dur à faire, parce qu'il faut immobiliser la chèvre. C'est pas comme un ongle de doigt, c'est beaucoup plus épais, on y va au sécateur. Alors quand il y en a 2 à faire, ça va. Quand il y en a 100, c'est une autre paire de manches. Des fois, ça nous prend 3 semaines de passer faire les 100 ongles. chèvres, oui. Et on le fait 2 à 3 fois par an. Donc ça, c'est pénible. Et après, les autres soins sont des soins médicaux, quoi. C'est un abcès, quelques points de suture pour une chèvre qui s'est abîmée sur une branche, sur un barbelé, voilà, ou des bobos, quoi. Mais beaucoup de bobologie. Quand elles se battent, comme on a des chèvres qui sont cornues, quand elles se battent, elles se mettent un peu des coups de corne. Oui. Donc des fois, il faut réparer un peu. Mais voilà, il n'y a pas de soins, il n'y a pas de tonte, il n'y a pas d'écornage à faire, il n'y a pas de choses comme ça. C'est un animal qui demande très peu d'entretien. Pourquoi certaines ont des cornes et d'autres non? Alors celles qui ont des cornes sont celles qui sont nées ici. Toutes celles qui sont nées sur l'exploitation ont des cornes. Et celles qui n'ont pas de cornes, c'est celles qu'on a achetées. Alors pour une raison toute simple, c'est que nous, quand on a acheté les chèvres, elles n'étaient pas bio. Et quand on n'est pas en bio, bien souvent on est aussi en ce qu'on appelle en élevage intensif, c'est-à-dire qu'elles sont dans des bâtiments, elles ne sortent pas des bâtiments. Donc pour éviter qu'elles se blessent en se battant dans les bâtiments, on leur coupe les cornes à la naissance, au fer chaud. C'est douloureux, Super agréable, oui. c'est pas génial, c'est douloureux pour elles, et c'est la tranquillité pour l'éleveur. Nous ici on a fait un autre choix. On leur a donné de l'espace, on les sort régulièrement, tout ça, pour éviter qu'elles justement elles ne se battent trop. Et du coup, on leur laisse les cornes. Dans le cadre du bien-être animal, on est vigilant. Puis en plus, les cornes, ça présente plein d'avantages. Ça permet de baisser les branches quand on est en garrigue, ça permet de se gratter le dos quand il y a les mouches. Et puis, ça leur permet de se battre et de s'affirmer. Le problème, c'est que la contrepartie, il y a parfois quelques petits bobos, quelques points de suture à faire. On le fait et puis voilà, c'est reparti. Vous disiez que les chèvres c'était des races alpines. Oui. D'où elles viennent? Où est-ce que vous les avez achetées? Alors nous on les a achetées à Rocamadour, vers l'Aveyron, à 150 km d'ici, c'est pas très très loin, mais c'est la montagne. Il existe trois types de chèvres principales ici. C'est la race alpine qui représente 70% des chèvres qui vivent en France. Après on a les Sanéennes, c'est les blanches, la chèvre de Monsieur Seguin, qui est une race qui est issue d'une sélection suisse, qui présente l'avantage de faire plus de lait et l'inconvénient de moins bien résister à la chaleur. Puis on a les roves, je ne sais pas si ça parle, c'est des chèvres avec des grandes cornes, un peu torsadées, qui sont très rustiques, qui adorent la garrigue, qui peuvent vivre dehors toute l'année. Plutôt autour du Pic Saint-Loup justement. Autour du Pic Saint-Loup ou dans la plaine du Rove vers Marseille, enfin ou en Provence. Qui sont des chèvres qui donnent beaucoup moins de lait, mais un lait beaucoup plus riche, beaucoup plus gras, beaucoup plus savoureux, certains diront. Et c'est une bonne chèvre de race à viande aussi pour ceux qui consomment de la chèvre. C'est une chèvre qui est très, très fine, très, très bonne. Voilà. Après, il y a la race Poitevine, il y a la race des Pyrénéennes, la Saint-Maur-des-Fossés. Il y a plein de races différentes, mais les principales races sont là, quoi. D'accord. Bien, on a fini. Merci beaucoup. Avec plaisir. Vous avez pu répondre à toutes les questions des élèves du collège de Castries, du coup, c'est super. Eh bien écoutez, sachez juste que tout le monde est bienvenu ici et qu'on reçoit tout le monde dès que c'est possible, parce qu'on a tous été enfermés chez soi pendant quelques mois. Mais dès que c'est possible de prendre l'air, dès qu'ils ont l'occasion, il ne faut pas qu'ils hésitent. Et les portes sont grandes ouvertes. Super, merci beaucoup. Merci à vous.